Je vais vous parler maintenant du sujet de ce soir. Alors le sujet de ce soir, initialement, c'était la deuxième partie, en quelque sorte, du premier exposé que je vous avais fait au mois de novembre. Et les cieux ne sont pas favorables, puisque ce deuxième exposé a été remis pour cause d'intempéries, et ce soir, les intempéries continuent encore sous une autre forme. Bon, bref. Je vais faire un petit rappel parce qu'il y a eu une coupure entre les deux exposés, et donc pour essayer de raccrocher les wagons, je vais faire un très bref rappel. La dernière fois, je vous ai essayé de vous mettre en perspective, dans une perspective théorique, d'analyse théorique, la crise de 2007-2008 jusqu'à maintenant, et je vous ai parlé surtout de la question de la suraccumulation. C'est-à-dire le fait que le capitalisme, en se renouvelant et en continuant son activité productrice, reproduit du capital et le reproduit nécessairement de façon élargie. Alors pourquoi le reproduit-il de façon élargie? Eh bien, simplement pour augmenter les profits, parce que ce sont des firmes qui valorisent les capitaux, et pour valoriser les capitaux, eh bien, il faut avoir une stratégie de développement. C'est-à-dire que sans stratégie de développement, eh bien, tout ce qui est gagné peut être remis en question. Alors, à partir de là, eh bien, il faut chaque fois modifier les processus de production, modifier les processus de rotation du capital, et afin d'essayer de maintenir, sinon d'augmenter, les taux de profit. D'autre part, il y a un autre problème qui se pose, c'est qu'au fur et à mesure que la concurrence grandit entre les entreprises ou entre les pays pour des mêmes secteurs de production, il faut contrecarrer une tendance à la baisse du taux de profit. Une tendance à la baisse du taux de profit parce que, effectivement, on a l'accroissement des capacités de production entraîne aussi, bien souvent, une diminution des taux de profit parce que la quantité de capital à valoriser est supérieure à la quantité de chiffre d'affaires, en quelque sorte, qu'on peut réaliser. Donc, si vous voulez, les coûts de fonctionnement du capital grandissent, et ils grandissent plus que proportionnellement à l'augmentation des chiffres d'affaires ou des chiffres de vente, ce qui est la même chose. Enfin, il y a le fait qu'il faut investir pour essayer d'acquérir de nouveaux marchés. Alors, acquérir des nouveaux marchés, ce sont des marchés soit sur des biens, des produits ou des services différents, soit trouver des marchés géographiquement situés en dehors du champ normal d'exercice des entreprises qui sont concernées. Par exemple, aujourd'hui, EDF investit à la fois le marché européen, certains marchés des pays qu'on dit émergents, pour essayer de rentabiliser ces capitaux, parce que les immobilisations qui sont faites sur les centrales nucléaires sont des immobilisations à très long terme, et que la vente d'électricité uniquement sur le marché français ou sur le marché ouest européen ne suffit plus à les rentabiliser. Donc il faut, si vous voulez, investir sur des marchés extérieurs dans des activités annexes à la distribution électrique, du reste aussi, ça arrive, pour pouvoir rentabiliser le capital de la société. Donc, tout ça se fait dans un contexte de concurrence économique jusqu'au point où les firmes dominantes du marché sont contraintes de se ménager réciproquement, et on aboutit, si vous voulez, à ce qu'on appelle la concurrence monopolistique. La concurrence monopolistique, c'est une concurrence entre grandes unités de production qui ne se fait plus par les prix. Par exemple, si vous prenez le marché de l'énergie en Europe, il y a une très grande différence entre
le prix de l'énergie, le prix de gros de l'énergie, c'est-à-dire qui est accordé aux industriels, et le prix aux particuliers. Et ça, tout le monde le sait, mais ce qu'on ne sait moins, c'est qu'en fait, il y a un prix de l'énergie pour les grandes entreprises, le prix de l'énergie est pratiquement le même dans toute l'Europe. C'est-à-dire que, par exemple, l'écart entre prix de gros et prix de détail est beaucoup plus grand en Allemagne, parce que les prix de détail sont beaucoup plus chers qu'en France. Environ l'Allemagne, pour les particuliers, le prix du kilowattheure est à peu près 60% plus cher qu'en France en moyenne. Alors ça dépend des régions, ça dépend parce que le réseau électrique allemand, c'est un réseau régional, ce n'est pas un réseau unifié comme chez nous. Bon, mais pour les entreprises, les prix sont à peu près identiques. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a une concurrence, mais qui ne se fait pas par les prix, qui va se faire, si vous voulez, par les réseaux, qui va se faire par des systèmes de réseaux financiers concurrents, c'est-à-dire qui jouent sur l'importance des firmes, mais qui ne va pas jouer, disons, une concurrence. Par exemple, il n'y a pas une firme qui va décider de casser les prix pour conquérir un nouveau marché. Pourquoi ? Parce qu'une firme qui essaierait de pratiquer cette politique-là ne sait pas si elle va pouvoir réussir, donc elle met en péril sa propre existence. C'est exactement la même chose dans l'industrie automobile, c'est exactement la même chose dans les industries agroalimentaires, etc., etc. Nous en parlerons tout à l'heure du reste. Voilà, alors donc, la question, c'est que pour essayer d'avoir des taux de profit extra, les économistes disent des taux de profit extra ou de surprofit, en fait, c'est-à-dire que sur un marché donné, dans une situation historique donnée et géographique donnée, convenue, par exemple le marché européen ou le marché occidental qui prend l'Europe et les États-Unis, etc., eh bien, on a un taux de profit moyen pour chaque catégorie de... On a un taux de profit moyen à peu près pour chaque catégorie de production qui sont par exemple pour l'énergie, pour l'automobile ou pour la construction navale, etc. C'est-à-dire que les différences ne sont pas considérables. Sauf que le problème, c'est que justement pour acquérir des positions dominantes sur le marché, on va jouer la carte de la mondialisation. Alors comment joue-t-on la carte de la mondialisation ? D'abord par la sous-traitance, c'est-à-dire on externalise certaines tâches de production sur des pays avec des coûts de main-d'œuvre inférieurs aux pays d'origine. Alors c'est des Américains, par exemple, des entreprises américaines qui vont s'établir soit dans certaines régions du Canada avec des coûts de main-d'œuvre relativement bas, ou en tout cas plus bas que dans la région des États industriels des États-Unis, soit dans le sud des États-Unis, soit au Mexique, et puis ensuite, après, on va passer à l'Amérique latine, et puis ensuite, on va passer au Vietnam, à l'Inde, à la Chine, etc., etc. Et donc, on passe de la sous-traitance à la délocalisation. Et par exemple, pour prendre un exemple que tout le monde connaît, quand vous achetez un véhicule Renault, eh bien, il n'y a que 20% en moyenne du véhicule Renault qui est produit en France. Les 80% sont produits à l'extérieur de la France. Donc, si vous voulez, il y a là un phénomène qu'on appelle le phénomène de la mondialisation qui est absolument important. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dessous ? Qu'est-ce qui explique, si vous voulez, cette espèce d'échappatoire, en quelque sorte, aux données géographiques de départ ou d'origine? Eh bien, c'est avant toute chose, pour résumer les choses, c'est le coût de la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des différences, parce qu'il y a des différences de niveau de vie, parce qu'il y a des différences historiques, parce qu'il y a des relations asymétriques entre pays industriels dits développés et puis pays du Sud, dits du Sud parce qu'ils ne sont pas développés, ou qui sont en développement, ou qui sont
sous-développés. C'était l'ancienne dénomination que leur donnait. Maintenant, on a par exemple, on ne parle plus des aveugles, on parle des malvoyants. Ben, c'est exactement la même chose pour les pays sous-développés. On ne parle plus de pays sous-développés, on parle de pays en développement. Bon, mais disons que l'intégration des pays non développés, moi je les appelle les pays non développés, à la division internationale du travail va changer complètement la donne, mais elle ne change pas tout à fait seulement la donne pour les entreprises qui vont justement se permettre de faire des surprofits grâce à cette nouvelle mondialisation, mais elle va changer la donne surtout pour les travailleurs. Et c'est justement cela que nous allons examiner ce soir ensemble, si vous le voulez bien. Alors, il se passe aujourd'hui, ne serait-ce qu'à l'échelle européenne, un gigantesque transfert d'activités qui se déroule sous nos yeux. Et par exemple, en Europe, je parle de l'Europe, de l'Union européenne, eh bien, en quelques années, nous perdons 3 millions d'emplois industriels. Je dis bien 3 millions d'emplois industriels. La plupart du temps, ce sont des emplois industriels qui se situent en Europe du Nord, en Allemagne, en France et en Angleterre, pas tellement parce qu'ils étaient déjà perdus avant. C'est-à-dire que l'ère Thatcher a complètement raboté, si vous voulez, l'emploi industriel et l'a laissé à volo, si bien que les pertes en Angleterre ont été relativement modestes par rapport à ce elles ont été antérieurement. Alors, c'est les secteurs les plus divers, c'est les secteurs de l'automobile, c'est les secteurs de la sidérurgie, ce sont qu'on connaît le plus, de la construction navale, de la construction électrique. Bon, donc, si vous voulez, ça a des effets absolument dévastateurs, et en particulier sur les régions les plus anciennement industrielles. Par exemple, chez nous, c'est évident que les zones qui sont les plus touchées, ce sont les zones sidérurgiques de la sidérurgie, particulièrement en Lorraine et dans le nord de la France, puisque quand on a commencé à faire la sidérurgie sur l'eau dans les années 60, avec les 5e et 6e plans, partiellement la région méditerranéenne avec la fin des chantiers navals, et puis toutes les régions industrielles, y compris par exemple une région que je connais bien par hasard parce que j'y ai habité, c'est la région de la Haute-Savoie qui est la vallée de l'Arve en particulier, qui est un des fiefs du décolletage. Ce sont des régions en perte d'emploi massive. Alors le décolletage, vous savez ce que c'est, initialement c'était pour l'horlogerie, mais aujourd'hui c'est pour toutes sortes d'industries, soit la petite métallurgie, soit la plasturgie, soit l'armement, soit l'aviation, beaucoup, etc. Et que, eh bien, par le jeu des sous-traitances et par le jeu de la mondialisation, eh bien, en tout cas entre le tiers et la moitié de la production du décolletage de la vallée de l'Arve est passé sous d'autres cieux. Alors, ça peut aller de Taïwan à l'Inde, en passant accessoirement par la Chine, et ainsi de suite. Bien. Alors, donc, la mondialisation, telle qu'elle s'opère par la recherche de coûts de main-d'œuvre minorés, c'est en quelque sorte un exutoire à la crise du capitalisme, et que cette crise du capitalisme, c'est une crise de suraccumulation, comme je vous l'ai expliqué, et cette crise de suraccumulation a été approfondie, a été, si vous voulez, entretenue et démultipliée par le recours à l'endettement depuis environ la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au début de ce qu'on a appelé les fourastiers, pardon, les 30 glorieuses, oui. Excusez-moi, j'ai un trou. Ce que Fourastier avait appelé les 30 glorieuses,
en fait, dans les 30 Glorieuses, eh bien, il y a une grosse part de rattrapage pour tout ce qui n'a pas été produit pendant la période de guerre, pour tout ce qui a été détruit aussi pendant la période de guerre, ça c'est une chose, et puis il y a une part, si vous voulez, de fuite en avant, à partir des années, à la fin des années 60, et pendant les années 70 jusqu'aux années 75 en tout cas, une fuite en avant grâce à l'endettement, c'est-à-dire que l'endettement supplée à la demande de production pour accumuler du capital. Et cela va continuer environ jusqu'au début du XXIe siècle, et il arrive un moment où justement cet endettement, l'accumulation de cet endettement ne va plus être supportable, et que c'est finalement l'activité spéculative de la finance, la financiarisation de l'économie, qui va servir de révélateur à l'impossibilité de continuer à financer par l'endettement cette formation de capital. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez, on arrive au bout d'une pyramide. Quand vous financez par l'endettement, vous émettez des créances. Ces créances, elles sont honorées, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont payer des intérêts lorsqu'il s'agit de prêts, il y a des gens qui vont payer des redevances, etc. Mais il arrive un moment où les retours sont trop importants par rapport au chiffre d'affaires réalisé. Donc il faut faire appel à de nouveaux crédits. Eh bien, c'est un peu ce qui a été fait, si vous voulez, de façon générale, aussi bien au Japon que dans les économies européennes, surtout dans l'économie américaine. C'est-à-dire qu'en fait, les banques centrales, les autorités centrales ont émis des nouveaux titres de paiement pour pouvoir abonder le marché et pour pouvoir permettre aux entreprises, alors de deux façons, soit il s'agit d'émissions de crédit lorsque les entreprises le cherchent, par exemple nous on a un cas qui est tout à fait évident, c'est le cas de nos industries d'armement, parce que nos industries d'armement, eh bien ça fait longtemps qu'elles n'arrivent plus à couvrir par leur vente à l'extérieur, si vous voulez, le coût des équipements et le coût des investissements. L'exemple du Rafale, c'est un exemple absolument extraordinaire, parce que c'est un avion, par exemple, qui a coûté en recherche et en mise au point certainement des milliards, enfin je ne sais pas, je n'ai pas fait la comptabilité, mais qui ne s'est jamais vendu. Donc, si vous voulez, le seul client possible pour le Rafale, eh bien, c'est l'État français. Et l'État français, aujourd'hui, devant des restrictions budgétaires, est limité dans ses possibilités d'achat, ou se limite dans ses possibilités d'achat. Donc, si vous voulez, il n'y aurait pas de Rafale s'il n'y avait pas eu au départ l'avance de l'État français pour pouvoir lancer les recherches et la mise au point de ce type d'armement. Donc, alors, pour l'industrie américaine, c'est exactement la même chose. L'industrie, vous savez que les États-Unis sont le premier producteur d'armement au monde, et à eux tout seuls, ils produisent autant d'armement que tous les autres pays réunis, hein, et même plus à l'heure actuelle, puisque l'Union soviétique, la Russie, a été obligée de diminuer, si vous voulez, sa production depuis 5-6 ans, à cause justement des contre-coups de la crise économique. Bien, alors, donc, la financiarisation, d'une part, c'est-à-dire le fait que les profits des entreprises qui font des profits ne sont pas réinvestis, mais sont recyclés sur le marché de la finance pour faire de la finance, c'est ce qu'on appelle des capitaux fictifs, alors par le biais de la spéculation ou par le biais de placements spéculatifs. La spéculation, ce sont des mouvements itératifs, si vous voulez, qui se font sur des marchés pour faire des différences de valeur, hein, et les placements spéculatifs,
ce sont des placements qui sont faits à terme sur des marchés que l'on espère pouvoir rapporter plus d'argent. Alors, c'est des placements spéculatifs, par exemple, sur le développement d'industries extractives, sur des matières agricoles, etc., en fonction des évolutions sur telle ou telle catégorie de biens. Par exemple, s'il y a une pénurie à cause d'incendie ou à cause de pluviométrie excessive et qu'il y a une récolte de blé qui s'avère extrêmement juste pour équilibrer les stocks mondiaux, eh bien, on va avoir, si vous voulez, toute une spéculation qui va se développer sur le prix du blé et qui va se développer à partir des bourses de Toronto, de Londres, de Genève, etc., sur la question du prix du blé. Alors c'est la même chose sur le maïs, c'est la même chose aussi, ça c'est pour les produits agricoles, mais c'est la même chose pour les produits miniers, qu'il s'agisse des métaux rares ou des produits qui le sont beaucoup moins. Donc voilà. Alors, le deuxième exutoire, j'ai dit le premier exutoire de ce capitalisme, c'est donc la financiarisation, mais le deuxième exutoire, en fait, qui permet à ce capitalisme de perdurer, parce que pour essayer d'échapper, pour essayer d'échapper, si vous voulez, aux contraintes, à la prise en tenaille par les données de la crise économique, c'est ce qu'on appelle l'arbitrage du travail mondial. Alors l'arbitrage du travail mondial, eh bien, c'est uniquement la redéfinition d'une nouvelle mondialisation, et j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est exactement, en fonction des taux de salaire qui sont pratiqués dans les différentes parties du monde. Alors aujourd'hui, le champion de toute catégorie, évidemment, vous vous en doutez, c'est l'Asie. Et dans l'Asie, il y a plusieurs composantes. Alors, après l'Asie, on va mettre l'Inde aussi dans l'Asie, mais après l'Asie, il y a l'Amérique latine, il peut y avoir l'Afrique du Sud, il peut y avoir l'Est méditerranéen, et ainsi il peut y avoir l'Est européen aussi, les marges de l'Europe. Alors, je vais maintenant vous dire un peu comment je vais développer cette question. C'est une question qui n'est pas traitée dans les bouquins. Je crois que parce que, disons, en Europe et particulièrement en France, nous avons une vue un peu hexagonale de l'économie. On n'aime pas trop réfléchir sur les enjeux mondiaux de l'économie. Il y a une question de culture, il y a une question un peu historique, il faudra y réfléchir, mais moi personnellement, comme je travaille beaucoup sur des documents anglais, et particulièrement sur des publications américaines, donc je saisis des fois des sujets qui me paraissent importants, et qui le sont, je pense, mais qui ne sont pas beaucoup traités chez nous. Donc la bibliographie que je vous ai indiquée, il n'y a pas grand-chose en français. Alors, je passe sur cette question, mais je voudrais vous dire quels sont les points, énumérer les points principaux que je vais développer pour en parler. Alors d'abord, je vais vous parler des firmes multinationales, des FMN, firmes multinationales. Alors, vous savez un peu ce que c'est. C'est ces firmes multinationales qui conduisent, en quelque sorte, la mondialisation. Ce ne sont pas les États, ce sont les firmes multinationales. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est le lien entre accumulation du capital et l'extension des armées industrielles de réserve. Alors, je vous expliquerai aussi ce que sont les armées industrielles de réserve ou l'armée de réserve mondiale du travail. Ça sera le deuxième point. Ensuite, je vous expliquerai comment fonctionne l'arbitrage du travail au niveau mondial. L'arbitrage du travail, c'est-à-dire comment les firmes multinationales vont mettre leur dévolu sur telle ou telle partie de la planète pour délocaliser leur production
et s'assurer leur superficie. C'est-à-dire qu'on va appeler ça la préférence impériale. Préférence impériale parce que, en fait, si vous voulez, c'est un peu comme du temps des empires coloniaux, lorsque les puissances colonisatrices, les puissances impériales mettaient leur dévolu sur des ressources. Alors, ça pouvait être des matières premières, ça pouvait être la mise en valeur d'espaces agricoles, ça pouvait être des marchés, développer des marchés, et en fait, elles cadenassaient un peu le truc, hein, leur marché, leur conquête, elles avaient une mainmise, et elles ne laissaient pas trop le choix aux gens qui étaient les victimes, en quelque sorte, de ces choix pour négocier ni les prix ni les conditions d'exploitation. Et enfin, je ferai l'évaluation empirique de l'armée mondiale de réserve. Alors ça va aller très vite, vous allez voir, c'est assez étonnant. Bon. Alors, donc, vous avez compris que la crise de 2007, la crise financière, n'a pas été le seul bouleversement qui soit intervenu dans ces dernières décennies au niveau du capitalisme mondial. Le deuxième bouleversement, c'est cette nouvelle mondialisation. Et ça, cette nouvelle mondialisation, du reste, bien sûr, a précédé la financiarisation et la crise financière. Alors, le rôle moteur des firmes multinationales. Alors, ce rôle moteur des firmes multinationales nécessite qu'on définisse d'abord ce que c'est qu'une firme multinationale. Alors, on dira que c'est une firme géante, et que cette firme géante, c'est un substitut au marché en tant que mode d'organisation de l'échange international. C'est bizarre comme définition. C'est-à-dire que, originellement, il y avait une division internationale du travail, on avait des sociétés qui étaient dans un pays qui avaient des comptoirs d'exploitation dans un autre pays. Par exemple, en France, on avait des comptoirs pour exploiter le bois africain, le bois tropical. Et ce bois tropical, on allait dans les forêts africaines, on ramassait des grumes de bois, on les mettait sur des bateaux, et puis on les ramenait en France. Ramenées en France, elles étaient vendues sur un marché. Il y avait des sociétés qui s'en occupaient. Alors, il y avait des sociétés qui faisaient le transport. Il y avait des sociétés qui faisaient l'exploitation des bois. C'était des sociétés différentes. Il y avait des sociétés qui faisaient la transformation des bois, une fois que ces bois étaient ramenés en Europe, et ainsi de suite. Et il y avait des banques qui finançaient ces différentes sociétés, et il y avait des sociétés foncières aussi qui étaient chargées de gérer le domaine, et il y avait, disons, l'État qui développer des relations politiques avec les pays sur lesquels se faisait cette exploitation, ces exploitations forestières. C'était la caution, si vous voulez, de l'État, la caution politique impériale, en quelque sorte, sur le fonctionnement de ces sociétés. Et puis, c'était une division internationale du travail. Division internationale du travail, c'est-à-dire qu'il y avait des pays qui fournissaient du bois, et il y avait des pays qui transformaient le bois et qui le revendaient, qui le transformaient et qui le revendaient sous forme de meubles, de bois d'œuvre, tout ce que vous voudrez. Bien. La nouvelle mondialisation, c'est tout à fait différent. C'est Nestlé, par exemple, dont le siège est en Suisse. Je prends une firme qui n'est pas française, justement, une firme qui est en Suisse, qui est un centre financier aussi, qui a quelque chose comme 1200 ou 1500 sociétés de par le monde. Et dans ces sociétés, vous avez des sociétés foncières, des sociétés d'exploitation, des sociétés de transport, des sociétés de transformation des produits bruts, des sociétés de distribution, des sociétés d'assurance, des sociétés immobilières, des sociétés
toutes sortes de sociétés que vous voulez. C'est-à-dire que, finalement, Nestlé, s'il s'agit du café ou s'il s'agit du chocolat, a toute une chaîne d'approvisionnement et de contrôle et de fabrication qui fait qu'un produit qui vend Nestlé, par exemple le chocolat suisse, eh bien, à part le logo et puis le design, si vous voulez, de la tablette de chocolat, il n'y a rien de suisse. Ben, la même chose avec Apple, ou la même chose avec des produits, par exemple des chaussures, des baskets ou des vêtements. Hein. Donc, si vous voulez, la firme multinationale, c'est une firme qui, à elle seule, impose à l'échelle mondiale, à l'échelle des continents, une nouvelle division internationale du travail. C'est-à-dire qu'elle est un substitut au marché. Elle est un substitut au marché comme mode d'organisation de l'échange international. C'est-à-dire que l'échange international, on le comptabilise toujours, par exemple, comme la Chine versus la France versus la République dominicaine pour le café, ou le Kenya pour le café aussi, ou la Côte d'Ivoire pour le cacao, etc. Mais en fait, c'est une société qui va faire tout le processus de A à Z. Alors, là j'ai pris l'exemple de Nestlé, mais ça peut être l'exemple de Jacques Vabre, par exemple, firme française qui fait dans l'importation de café, dans la distribution de café, la transformation, etc., etc. Bon, alors on peut prendre des firmes qui ne sont pas dans l'agroalimentaire. Ce sont des firmes, par exemple, qui font dans l'aluminium. Parce que pour faire de l'aluminium, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la bauxite, évidemment, mais il faut aussi de l'électricité. Alors vous avez des firmes, vous avez deux firmes mondiales qui se partagent à peu près 60% ou 65% du marché de l'aluminium, depuis la fabrication jusqu'à la distribution des produits. Donc vous avez là, si vous voulez, et ce qui est intéressant l'aluminium, parce que là, actuellement, on est en train aux États-Unis de mettre sur le marché, et c'est Ford qui le fait, son dernier produit, c'est une voiture faite en aluminium. C'est-à-dire que la structure est en aluminium. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que l'aluminium, vous savez, c'est beaucoup moins lourd que l'acier, et puis que l'aluminium, ça se recycle plus facilement que l'acier. Donc, alors il nous explique que c'est une voiture propre, et en plus de ça, c'est une voiture du développement durable, en fait. Bon, c'est un peu une plaisanterie, c'est une exagération. Mais il est évident que le produit au départ, si vous voulez, c'est une décision d'une firme multinationale. Ford est une firme multinationale qui passe un accord avec une autre firme multinationale qui s'appelle Alcoa, c'est l'Aluminium Company, qui a racheté du reste Péchinet il y a quelques années pour la France, et les deux font un consortium finalement pour lancer des nouvelles fabrications et pour essayer de trouver un nouveau segment sur le marché avec à la clé une voiture qui va fonctionner selon une technologie de batterie électrique. C'est-à-dire que, bon, alors je ne veux pas vous inonder avec ça, c'est pas mon domaine, et puis je n'en connais pas plus que ça. Simplement, en tant qu'économiste, c'est intéressant de voir qu'il y a une structuration du marché mondial qui se fait quand même de cette manière, et ce n'est pas pour rien, par exemple, qu'un certain nombre de barrages, d'équipements hydroélectriques qui sont extrêmement dommageables à l'environnement, peuvent être développés, peuvent être créés pour justement essentiellement produire de l'aluminium. Et par exemple, c'est le cas au Canada, c'est le cas aussi au Brésil, c'est le cas aussi maintenant dans certains pays africains. Et par exemple, dans les pays africains
ou au Brésil, au détriment des activités agricoles, vivrières, bien évidemment. Voilà. Alors donc, ça signifie que les firmes intériorisent, c'est-à-dire qu'elles se constituent à elles seules en tant que dans leur propre structure, elles intériorisent les différentes configurations du marché mondial. Alors évidemment, pour arriver à ce stade-là, il faut absolument avoir une structure oligopolistique, c'est-à-dire que ce ne sont pas des structures concurrentielles, ce sont des structures où on est en position dominante sur un marché pour le faire. Par exemple, vous ne pouvez pas imaginer Nestlé qui soit en concurrence sur le marché du cacao, qui soit en concurrence sur le marché du café, qui soit en concurrence sur le marché, par exemple, de la production laitière, pour pouvoir élaborer ses produits et faire le marché. Pour avoir la stabilité de sa chaîne de production, contrôler ses prix et contrôler son mode de valorisation du capital, Nestlé a besoin d'avoir une structure qui contrôle le marché, mais qui contrôle le marché à travers tout un réseau de pays. Bien, alors, donc cette division internationale du travail, elle est endogène, hein, c'est un substitut au marché mondial et elle est endogène aux firmes multinationales. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette division internationale du travail, elle se fait à partir des capitaux que ces sociétés développent, mais à partir des réservoirs de main-d'œuvre qui sont disponibles au niveau de la valorisation des matières et des processus de production. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils disposent, ces firmes multinationales, d'un flux permanent de main-d'œuvre. Et pour disposer d'un flux permanent de main-d'œuvre, eh bien, il faut, et que, évidemment, ce flux permanent de main-d'œuvre soit le moins cher possible, il faut s'adresser, si la localisation se fait dans les pays du Sud. Hein. Alors, donc, on constitue dans les pays du Sud une armée de réserve industrielle, hein, qui en général, elle est beaucoup plus importante que celle que nous connaissons. C'est une armée de réserve interne à ces pays du Sud et qui sert de vivier, en quelque sorte, au développement de ces activités des firmes multinationales. Et elle constitue, cette réserve, la base matérielle véritable sur laquelle le capital multinational est devenu capable d'internationaliser la production. Il est évident que s'il n'y avait pas les travailleurs des campagnes chinoises qui viennent travailler, ce qu'on appelle les migrants, qui travaillent en migrants, qui viennent travailler dans les villes sur des contrats qui n'en sont pas, sans contrat, puisqu'ils sont justement, leur définition, c'est de ne pas avoir de contrat de travail, eh bien, il n'y aurait pas implantation de toute l'industrie électronique qui sert, par exemple, à faire des téléphones portables. Si vous regardez les téléphones portables d'il y a une dizaine d'années, vous verrez, la plupart du temps, y compris les transformateurs, ils étaient produits aux États-Unis. Hein, ils étaient produits aux États-Unis, ils étaient produits au Canada. Peut-être les transos, déjà, ils commençaient à être produits à Taïwan. Il est évident qu'à partir de 2005, ils sont tous produits en Chine. C'est la Chine qui est le premier producteur mondial de téléphones portables. Et je pense que ça doit être à peu près 85 ou 90% ou 95% de la production. Hein. Donc, c'est ça, si vous voulez, le phénomène de la mondialisation. Et cela correspond au fait que la réserve, si vous voulez, matérielle, la base matérielle véritable pour la fabrication de ces appareils, hein, c'est la réserve de main-d'œuvre qui existe en Chine. Bon. C'est-à-dire que le capital crée ainsi un mouvement continu de surplus de force de travail, hein, et par ce moyen, il dégrade de façon générale le statut du travail par la mise en œuvre du divisé pour régner. Alors, dégrader le statut général du travail, c'est très simple.
lorsque, par exemple, le journal annonce que notre président de la République fait le choix de l'entreprise, ça veut dire que le président de la République, il fait le choix du marché, mais il nous oblige en tant que citoyens, nous, à faire aussi le choix du marché. Et le choix du marché, eh bien, ça va être le choix à la baisse des salaires ou à la revue à la baisse des conditions de travail. Et c'est ça que ça signifie. Et pourquoi? Eh bien, parce que, effectivement, le prix dominant sur le marché mondial pour la force de travail, c'est pas nous qui le donnons. C'est pas notre petite Europe. C'est pas le prolétariat américain dans son ensemble. C'est le prolétariat chinois. C'est le prolétariat indien. Alors je vous expliquerai ça tout à l'heure avec des chiffres qui sont beaucoup plus parlants. Donc, si vous voulez, on va donc jusqu'à maintenant, je vous ai parlé des coûts d'approvisionnement et des coûts salariaux qui permettent de diminuer les coûts de production. Et je ne vous ai pas parlé non plus, je ne vous ai pas encore parlé des efforts de commercialisation et de ce qu'on appelle l'effort de vente. Parce que, effectivement, la concurrence oligopolistique, la concurrence monopolistique, alors oligopole, hein, c'est lorsque ces firmes multinationales sont peu nombreuses sur un marché, et monopolistique, c'est lorsque ces firmes multinationales sont seules ou à peu près seules sur un marché. Par exemple, IBM a un marché monopolistique parce que sur une gamme d'ordinateurs, eh bien, domine le marché mondial. Airbus et Boeing constituent des duopoles à l'échelle mondiale. C'est parce qu'ils sont deux à se partager en gros 60% ou 65% du marché mondial de l'aéronautique, en particulier des gros porteurs. Bon. Monopolistique, hein, donc c'est un seul, oligopolistique, c'est plusieurs, et duopolistique, ben, c'est deux, hein, c'est pas compliqué. Alors, les moyens de ces firmes multinationales, ce sont les investissements directs extérieurs. Hein. Ces investissements directs extérieurs, ils sont financés avec l'aide des gouvernements des pays intéressés, évidemment. Quand je parle des pays intéressés, c'est par exemple l'aide des autorités provinciales en Chine, l'aide des autorités politiques en Inde, l'aide, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Alors, donc, le but, c'est de mettre en œuvre des forces de travail à faible salaire. Alors, les effets de cette... vous les connaissez, les effets, c'est la suppression massive d'emplois ruraux et à cause de l'agrobusiness, parce que toutes les firmes agroalimentaires qui s'implantent dans les pays du Sud engendrent des transformations absolument extraordinaires dans l'économie rurale. C'est-à-dire que c'est des pays de petits producteurs ou c'est des pays de petites coopératives, et dès qu'une firme multinationale en agroalimentaire s'implante sur un marché, par exemple, c'est la production de poulet, c'est la production, par exemple, de lait. Nestlé a complètement dévasté, par exemple, l'élevage dans des pays entiers par la production dans des fermes hautement spécialisées, hautement fermées, de lait qui faisait du lait en poudre, et ce lait en poudre était un substitut au lait que les agriculteurs pouvaient vendre sur des marchés locaux, etc. Bon, et en plus de ça, il y a eu toute une histoire avec Nestlé en Amérique latine, puisque disons que il y a eu des campagnes de publicité expliquant aux gens que la modernité, c'était le nourrissement des nouveau-nés au biberon, et que ce n'était pas le lait maternel, et que le problème, c'était que ça s'adressait à des populations qui n'avaient absolument pas les moyens, disons, de stériliser les ustensiles qui servaient justement au nourrissement. Et donc, s'en est suivi des tas de maladies et des tas de problèmes, y compris démographiques, parce que ça a été des épidémies absolument épouvantables,
dans les populations pauvres en particulier. Alors ça, c'est la déstabilisation des marchés, mais il y a aussi la déstabilisation des modes de production. Alors, quand on va sur les marchés asiatiques, c'est encore beaucoup plus important parce que sur les marchés asiatiques, disons, il y a encore beaucoup plus, la densité de producteurs indépendants ruraux est absolument considérable. Donc, nous avons, par ce biais-là, le transfert de larges couches de population des campagnes vers les zones de taudis urbains. Alors, ça se produit en Asie, mais ça se produit surtout en Indonésie particulièrement, en Thaïlande, au Cambodge, en Inde, en Amérique latine et en Afrique, et bien évidemment. Et ensuite, l'intégration de la force de travail. Le deuxième effet, c'est l'intégration de la force de travail des pays, des anciens pays de l'Est, dans l'économie mondiale. Alors ça a été quelque chose aussi qu'on ne prend pas en compte, mais qui est extrêmement important, à savoir que les taux de salaire de l'Ukraine, ça ne nous dit rien, mais les taux de salaire de l'Ukraine pèsent sur les taux de salaire de la Pologne, les taux de salaire de la Hongrie, les taux de salaire de la Slovaquie, de la Roumanie, etc., et qu'eux-mêmes, ils pèsent sur les taux de salaire chez nous, dans l'ouest de l'Europe. Et que si Volkswagen arrive à vendre des voitures, si vous voulez, et à avoir une expansion de ses productions sur les marchés européens, par exemple, et sur le marché mondial, beaucoup plus que Renault ou le groupe Peugeot-Citroën, eh bien, c'est parce qu'une grande partie de ces fabrications sont justement réalisées grâce aux taux de salaire qui sont pratiqués dans les anciens pays d'Europe de l'Est. Donc l'intégration, si vous voulez, de zones de bas salaire à l'Europe, à l'Union européenne, où le libre commerce avec l'Union européenne va entraîner ce qui s'est passé avec la réforme de la rémunération du travail en Allemagne il y a quelques années, c'est ce qu'on a appelé la réforme Hartz IV, c'est-à-dire que la suppression d'une partie des indemnités de chômage, la suppression du taux de salaire minimal, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de salaire minimal en Allemagne, et que vous savez que la grande coalition qui s'est reformée à l'automne dernier, ces jours-ci, il y a quelques semaines, entre la CDU et la social-démocratie allemande, c'est justement se fait sur la base de la restitution, de la réinstallation, je ne sais pas comment appeler ça, la remise en place, si vous voulez, d'un salaire minimum à l'échelon de la fédération, la fédération allemande. Donc, ce ne sont pas des questions, si vous voulez, ce ne sont pas des questions exotiques, ce sont des questions qui nous concernent. Quand on vous dit que dans les abattoirs allemands, vous avez des gens qui travaillent à 6 € de l'heure, eh bien, évidemment, ça a une conséquence sur le fonctionnement des abattoirs dans les abattoirs bretons. Et si qui c'est qui travaille à 6 € de l'heure dans les abattoirs allemands, ce sont des gens qui viennent justement d'Ukraine ou de Slovaquie. Parce que ce sont les seuls à pouvoir supporter des conditions de travail aussi difficiles. Bien. Alors, il y a une petite difficulté à comprendre, la question de l'extension de l'armée de réserve industrielle. C'est-à-dire que lorsque on implante des nouvelles industries dans un pays, on sera en droit de dire, eh bien c'est bien, parce que ça va créer de l'emploi, donc ça va créer de l'emploi, ça va créer des revenus, donc ça va, si vous voulez, augmenter le fonctionnement général de l'économie. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Pourquoi ? Eh bien parce que l'économie, la production économique, elle se fait toujours en dents de scie. C'est-à-dire que, en fait, lorsqu'on implante une nouvelle industrie, on attire des gens. Alors le meilleur exemple, si vous voulez, c'est l'exemple de Ford à Détroit. Lorsque Ford fait la nouvelle T, la Ford T, il faut qu'on produise 1000 Ford T par jour. Donc,
il fait passer des annonces partout, et il dit, ben voilà, si vous venez travailler chez moi, je peux vous donner 5 $ par jour, alors qu'ailleurs, les gens étaient payés 1,5 $, voire 2 $ par jour au maximum. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ford prévoit d'embaucher 25 000 personnes. Il y a 200 000 personnes qui vont affluer à Détroit. C'est un peu l'histoire des raisins de la colère. Vous connaissez cette histoire, des raisins de la colère, le film de Ford. C'est-à-dire que pendant la grande crise économique des années 30, les sociétés productrices de fruits et légumes, de fruits en particulier californiennes, annoncent qu'il y a du travail pour tout le monde. Et que ce travail, il est payé le double de ce que donnent les autres producteurs dans les autres États. Donc, immédiatement, vous avez des dizaines de milliers de gens qui vont se mettre en route pour aller chercher du travail. Et qu'est-ce que fait Ford à Détroit? Eh bien, Ford, il va choisir ses travailleurs, il va choisir les plus aptes. D'abord, il va faire une sélection, et puis ensuite, dans la sélection, il va dire, eh bien, écoutez, d'abord, il faut que vous ayez 3 mois d'ancienneté dans la boîte pour avoir vos 5 $, et puis ensuite, il faut que vous arriviez à garantir les normes de production qu'on vous demande pour la journée. C'est-à-dire que les gens qui ont travaillé au nombre de pièces on leur demande oui, ils ne sont pas payés au nombre de pièces, mais on leur demande de faire, si vous voulez, de faire un certain nombre de pièces par jour, et que s'ils n'arrivent pas à suivre les cadences, s'ils n'arrivent pas, s'ils n'ont pas les qualités requises, etc., s'il y a trop de rebuts et tout ça, ils sont virés. Donc, si vous voulez, à la fois, il y a les gens qui affluent et qui ne sont pas pris, et il y a à la fois les gens qui sont pris et qui sont rejetés. Et donc, le problème, c'est que, en fait, le $5 day, c'est-à-dire la journée de travail à 5 $, il n'y a que 20%, les historiens nous disent qu'il n'y a que 20% des ouvriers de Ford qui vont l'obtenir. Et que la durée pendant laquelle ces gens peuvent obtenir ces 5 $ de la journée, c'est en moyenne 1 an et demi, 2 ans. Au-delà, ils sont morts. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de continuer à travailler. Donc, si vous voulez, quand vous multipliez le nombre de refus, plus le nombre de refoulés, plus le nombre de gens qui sont accidentés, le nombre de gens qui sont victimes d'incapacités, etc., parce que les conditions de travail sont absolument épouvantables, eh bien, vous avez à la fois, vous avez augmenté la production, mais vous avez augmenté l'armée de réserve. L'armée de réserve, ce sont tous ces gens qui tournent autour. Ensuite, vous avez les périodes de haute conjoncture où on embauche tout le monde, mais quand on embauche tout le monde, les salaires restent relativement bas, parce qu'il y a tous ceux qui ne peuvent pas rentrer et à ceux qu'on embauche, on leur dit, mais si vous n'êtes pas content du salaire, il y en a qui sont derrière la porte et qui n'attendent que le moment de prendre votre place. Donc c'est la concurrence, je fais jouer la concurrence entre travailleurs. Ensuite, il y a le problème de, quand on passe de conjoncture à la basse conjoncture, eh bien on licencie. Donc on dégraisse les effectifs, comme ils disent. Donc si on dégraisse les effectifs, on va mettre des gens en dehors du processus de production. Donc on a toujours un volant de main-d'œuvre. Alors, c'est une histoire, ça, qui est vieille comme le capitalisme. Parce que quand Marx et Engels ils regardent ce qui se passe en Angleterre, par exemple, du côté de Manchester, Manchester, c'est la ville du textile dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, et même avant, mais ils disent, vous avez des fabriques de chemises où il y avait 1000 ouvrières, mais à ces 1000 ouvriers, vous pouvez ajouter dans les périodes de haute conjoncture 4-5 000 ouvriers qui travaillent en dehors de l'usine, à qui on donne du travail à faire à domicile, et qui apportent leur travail toutes les fins de semaine. Si vous voulez, c'est exactement un peu comme la ganterie grenobloise. Quand la ganterie marchait bien, vous avez les gantiers qui font travailler leurs ouvriers, etc. Mais il faut donner du travail à l'extérieur. Donc les gens qui ne peuvent plus travailler, ou qui ont travaillé, qui ont expérience,
mais qu'on a remerciés parce qu'ils ne pouvaient pas supporter les cadences où ils étaient, etc. On les fait travailler dans les périodes de haute conjoncture, et dans les périodes de basse conjoncture, on ne les fait pas travailler. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, si vous voulez, pour un effectif de travailleurs permanents, il y a un effectif toujours beaucoup plus important, ou aussi important, ou beaucoup plus important, ça dépend des conditions de la production, et ça dépend des conditions historiques, de gens qui se tournent autour de la production, mais qui sont laissés en armée de réserve industrielle. Et c'est ça l'armée de réserve industrielle, et cette armée de réserve industrielle, elle est consubstantielle en quelque sorte à l'accumulation du capital. C'est-à-dire que si le capital s'implante quelque part et se développe, eh bien, se développe en même temps l'armée industrielle. Alors maintenant, j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est que vous comprenez que l'armée industrielle de réserve, c'est le pivot sur lequel se fixe l'équilibre entre l'offre, ce qu'on appelle l'offre et la demande de travail. L'offre et la demande de travail s'équilibrent sur un prix. Ce prix, c'est le salaire. Eh bien, le pivot de cette loi de l'offre et de la demande, c'est en fait la réserve. L'armée de réserve industrielle. Plus l'armée de réserve industrielle est importante, et plus le point de rencontre entre cette offre de travail et cette demande de travail est bas. Plus le prix est bas. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, maintenant, donc les catégories de l'armée de réserve, l'armée de réserve, je l'ai expliqué, il y a les populations d'appoint, qui est composée de travailleurs inoccupés en raison des fluctuations ou du chômage technologique. Il y a l'armée de réserve latente qui se trouve dans l'agriculture, c'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on implante, on l'a connu en Isère, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais toute l'industrialisation de la région de Grenoble, entre deux guerres, par exemple, parce que vous savez que l'industrie grenobloise commence avec la guerre de 14-18, c'est-à-dire que, en fait, l'occupation de l'Alsace et la Lorraine, depuis 1970, et puis ensuite les conséquences de la guerre de 14-18 font qu'un certain nombre d'industries se reportent, se décalent. Par exemple, l'usine Kuhlmann vient s'installer dans les Alpes pour pouvoir bénéficier de conditions de production d'électricité beaucoup plus intéressantes pour l'électrométallurgie. Par exemple, la chimie grenobloise va s'installer à Pont-de-Clay comme conséquence de la guerre de 14-18, etc. Et alors, ces industries, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'établissent dans un environnement économique qui est un environnement de petits agriculteurs, d'artisans, de petits commerçants, etc. Il n'y a pas d'ouvriers dans l'Inde, très peu. Donc, il y a des gantiers, mais les gantiers sont des gantières. C'est pas elles qui vont commencer par travailler à l'usine. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ce sont des paysans qui, pendant les périodes les moins prenantes de la vie agricole, par exemple de l'automne jusqu'à la fin de l'automne jusqu'au printemps, eh bien, vont aller travailler en usine et puis vont ensuite, avec le travail d'usine, continuer à avoir une petite exploitation sur laquelle ils ont 2 ou 3 vaches, quelques chèvres, etc. Et puis en été, ils vont être remplacés par d'autres, etc. Ils vont se consacrer à leur activité agricole. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les paysans travailleurs. Et puis après, ça va être institué. Et alors, dans toute la plaine de la Bièvre et dans une partie du Nord-Isère, eh bien, les paysans travailleurs vont être, la base de la main-d'œuvre industrielle qui va permettre le développement industriel des vieilles industries iséroises. Et donc, si vous voulez, il y a une articulation qui se fait entre l'agriculture traditionnelle et l'industrialisation, l'accumulation du capital. Mais dans les pays non développés, c'est pas si facile que ça. Parce que, en fait, les petits propriétaires, ils ont très très peu de moyens. Donc, si vous voulez, s'ils veulent travailler, s'ils font le pari de travailler dans des structures capitalistiques, ils sont obligés d'abandonner leur exploitation. Ils sont obligés de venir travailler
de venir s'installer dans ces taudis qui composent, si vous voulez, les banlieues urbaines. Hein, quand vous pensez que, par exemple, Mexico a eu 14 millions d'habitants, que les villes d'Amérique latine, elles comportent plus d'habitants que les campagnes d'Amérique latine à l'heure actuelle, même au Brésil. Par exemple, vous avez Nairobi qui fait... Nairobi, les banlieues de Nairobi, c'est 7-8 millions d'habitants, je crois. Donc c'est quelque chose d'absolument faramineux. Ça dépasse notre entendement d'Européens si on n'a pas mis les pieds dans ces endroits-là. En général, quand on fait de l'exotisme du voyage, c'est pas là-bas qu'on va. C'est dans les endroits qui sont beaucoup plus soi-disant valorisants. Mais donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les pays non développés, dans les pays du Sud, hein, vous avez une déstructuration complète du tissu agricole. Et ça, c'est très important. Et que cette déstructuration, elle est tellement grande, tellement importante, par exemple dans des pays comme la Thaïlande, dans des pays comme dans les zones d'investissement comme le Cambodge ou comme la Chine, qu'il n'est plus possible, il y a des, si vous voulez, il y a une perte de culture au sens propre du terme, c'est-à-dire de technique de production des activités traditionnelles. C'est-à-dire que les gens viennent complètement dépendants. C'est pas compliqué, hein. Des enfants qui naissent dans le milieu urbain, particulièrement des milieux urbains dépourvus de toute urbanité en quelque sorte, eh bien, ces enfants ne savent plus ce que c'est que la campagne. Et donc, ils n'ont plus aucun rapport avec la terre, n'ont plus aucun rapport avec l'animal, n'ont plus aucun rapport avec la culture végétale. Donc, si vous voulez, il y a une perte de savoir, il y a une perte de connaissance, donc il y a une perte de culture, et ça, c'est absolument très grave, parce que ces populations-là deviennent des populations dépendantes. Et c'est ce qui est en train de se passer en Chine, du reste. Parce qu'en ce moment, la population chinoise, c'est 50% urbain et 50% agricole. Mais il y a 20 ans, c'était 70%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 1,350 milliard d'habitants. Donc 20% de la population, à peu près, ça fait 300 millions d'habitants, à peu près, hein, quelque chose comme ça, qui passent tout d'un coup de la campagne vers les villes. Alors, ceux qui sont passés de la campagne vers les villes, ce sont ceux qui étaient les moins bien notés du point de vue rural, c'est-à-dire les provinces les plus arriérées, celles qui avaient connu le moins de développement, qui avaient le moins d'activité, etc. Et pour ces régions-là, c'est une perte, si vous voulez, c'est une perte sèche, c'est-à-dire que ce sont toutes les forces vives d'une région qui disparaissent et qui vont s'agglutiner dans les villes côtières du sud-ouest de la Chine. Bon. Alors maintenant, on va traiter la troisième dent que je vous ai dit, population d'appoint, réserve latente et surpopulation relative, à cause justement de cette confrontation des modes de production et des cultures imposées par les firmes multinationales. La question de l'arbitrage du travail à l'échelle mondiale. Alors, cette question, ou ce qu'on appelle aussi la rente impériale. Alors, cette question, si vous voulez, je vais la prendre par une citation très simple. C'est Foster Bellamy qui dit en 2011 « Les multinationales dominantes états-uniennes, telles que General Electric, Exxon, Chevron, Ford, General Motors, Procter & Gamble, IBM, Hewlett-Packard, United Technologies, Johnson & Johnson, Alcoa, Kraft, Coca-Cola emploient maintenant plus de travailleurs étrangers qu'aux États-Unis, même sans prendre en compte les énormes effectifs de travailleurs employés par les sous-traitants. Donc, sans prendre en compte les sous-traitants, de toute façon, toutes les productions sont non états-uniennes. Quelques très grandes firmes telles que Nike ou Reebok, dont la totalité de la force de travail productive est située chez les sous-traitants du tiers-monde, limitent leur main-d'œuvre intérieure, c'est-à-dire aux États-Unis, au service de direction, de développement des produits, de la commercialisation et des activités de distribution. Il en est résulté la prolétarisation, souvent dans des conditions fort précaires, de la majeure partie de la population des pays sous-développés,
travaillant dans des zones d'exportation massive à des conditions imposées par les multinationales étrangères. Alors, bon, des conditions de travail imposées par les firmes multinationales étrangères, vous les connaissez un peu, vous avez vu des tas de reportages, je ne veux pas m'y étendre, mais c'est vraiment la réalité des choses. Par exemple, les fabricants qui fabriquent les chaussures Nike sont des gens qui travaillent à 60 cents de dollars par jour. 60 cents de dollars par jour et ils se battent pour travailler. Pour mémoire, rappelez-vous l'effondrement d'une usine au Bangladesh avec 3000 ouvrières qui travaillaient sur plusieurs niveaux et 1000 disparus. Hein, alors que les ouvrières avaient déjà réclamé à la direction qu'elles prennent des mesures de sécurité et qu'elles ne se sentaient pas menacées, elles se sentaient menacées et que la direction a fait savoir que celles qui ne voulaient pas venir, elles ne venaient pas, mais qu'elles ne seraient pas réembauchées. Et que les femmes revenaient travailler tous les jours et que jusqu'au jour où l'usine s'est effondrée et il y a eu 1000 personnes qui sont restées sous les décombres. Il y a eu récemment, au Cambodge, vous en avez peut-être entendu parler dans la presse, une grève des travailleurs du textile. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces travailleurs du textile ont dit quelles étaient leurs conditions d'embauche et quelles étaient leurs conditions de travail. Pour nous, ça semble absolument inimaginable. C'est-à-dire que ce sont des gens qui produisent des t-shirts, la plupart du temps des sous-vêtements, des choses, de vêtements bas de gamme, mais avec des rémunérations qui sont encore plus faibles que les rémunérations qu'on observe dans le sud de la Chine. Dans le sud de la Chine, on a des salaires mensuels qui vont jusqu'à à peu près entre 160 et 260 dollars par mois. Je parle en dollars parce que c'est les Américains qui publient les données et les publient en dollars. Au Cambodge, c'était moins de 100 dollars par mois. Donc, il y a aussi une concurrence entre les différents pays. Alors, l'arbitrage mondial du travail, c'est ça, c'est-à-dire que c'est la concurrence que les pays se font à partir des bas salaires. Et évidemment, c'est tout le profit qu'en tirent les firmes multinationales. Alors, donc, on appelle cela le système de la rente impériale. Pourquoi ? Parce que, en général, l'employeur n'a pas de concurrent. Il impose ses conditions. Quand il s'agit de l'électronique, vous avez un fabricant d'électronique en Chine qui emploie 400 000 travailleurs. Hein, c'est un fabricant taïwanais qui s'est implanté dans le sud de la Chine et qui sous-traite toute la production de Apple, Dell, HP, etc., enfin tout ce qui est téléphonie portable et informatique, technique d'information et de communication. Voilà, alors le plus gros centre, disons, de traitement de cette main-d'œuvre, c'est ce qu'on appelle le delta de la rivière des Perles, c'est-à-dire avec les villes de Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong. C'est en face de Hong Kong, en fait. Et ce sont les travailleurs par exemple, on a vu des travailleurs contraints de travailler plus de 16 heures par jour en continu, avec punition corporelle. Ça, c'était en 2005. Alors, il y a des missions internationales qui ont été constatées et qui ont fait des interviews de gens, etc. 200 millions de Chinois sont employés à des conditions précaires, en particulier les migrants exclus des droits sociaux urbains, parce que pour être travailleur urbain installé en ville, il faut un HAKU. Le HAKU, H-A-K-O-U. Le HAKU, c'est l'autorisation administrative qui fait que vous avez le droit de résider en ville. La plupart des travailleurs, ces 200 millions de travailleurs chinois n'ont pas de HAKU, c'est-à-dire qu'ils travaillent en ville, mais ils n'ont pas le droit d'y être. Donc ça veut dire que s'ils ont des enfants, il n'y a pas d'école pour les enfants, il n'y a pas de crèche pour leurs enfants, il n'y a pas de logement pour eux, et le logement il peut être que précaire,
et il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de... etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'ils se débrouillent par eux-mêmes pour tout. Et que, si vous voulez, ils ne peuvent être là que de façon précaire, c'est pour justement éviter et qu'ils viennent dans la ville. C'est-à-dire qu'à la fois, si vous voulez, il y a une politique des autorités qui pousse à la production pour l'exportation, et à la fois, cette politique qui pousse à la production pour l'exportation, elle est doublée d'une politique qui interdit aux gens de venir s'installer dans les centres industriels. Parce que le coût à supporter pour l'administration chinoise est trop important. Donc, si vous voulez, l'administration chinoise joue à fond donc, la carte des firmes multinationales. Hein, il y a une division du travail entre eux qui est tout à fait pertinente. Donc, c'est sur ce type d'exploitation que réside l'expansion de la production dans le sud. Hein. Et par exemple, pour donner un chiffre, pour comprendre ce que c'est que la préférence impériale, un travailleur d'une usine basée aux USA est embauché à 21 $ de l'heure en Californie. Hein. 21 $ de l'heure. Et lorsque il a 21 $ de l'heure, il a 40 fois moins en Chine, il est payé en moyenne 64 $ de l'heure. C'est-à-dire pas 40 fois moins, mais 35 fois moins. Hein. C'est la raison principale de la délocalisation. Et encore, ça, c'est partie des plus payés. En 2009, les travailleurs de Foxconn, alors cette firme qui, justement, utilise 400 000 travailleurs là, dans la production électronique, c'est Foxconn, F-O-X-C-O-2-N. Ils touchaient l'équivalent de 83 centimes de dollars de l'heure en 2009, les travailleurs de Foxconn, en moyenne. Un peu en dessous du salaire moyen avec les contraintes des cadences inimaginables aux USA et en Europe. Dans des locaux qui étaient complètement saturés de poussière d'aluminium, de silicium, etc. Et du reste des maladies professionnelles. Les gens qui travaillent chez Foxconn, en général, ils ne travaillent pas plus que 2 ans ou 2 ans et demi. Au bout de 2 ans, 2 ans et demi, ils sont obligés de partir, soit parce qu'ils ne tiennent pas nerveusement, parce que la plupart des gens sont obligés de coucher en dortoir, en plus de ça. Ils sont obligés de faire moitié équipe de jour, moitié équipe de nuit. Ils ont des journées de travail, ils mangent dans les cantines, ils ont 3/4 d'heure pour manger, y compris pour descendre des ateliers. Vous avez des ateliers qui sont des fois dans le 5e, 6e étage, et la cantine qui est dans le bâtiment à côté, et le temps de repas est décompté à partir du moment où ils quittent l'établi de travail et où ils le reprennent. Donc ils ont 45 minutes, des fois ils ont 20 minutes d'aller et retour pour aller jusqu'à la cantine. À la cantine, ils sont obligés de manger en 10 minutes, un quart d'heure pour pouvoir travailler. Et qu'un retard d'1 minute au travail, c'est 2 heures de retenue de salaire sur la paie. Et attention, c'est qu'ils ont, ça c'est les salaires qu'ils ont, mais on leur retient sur le salaire le couchage et l'hôtellerie. C'est-à-dire que les prix des repas et le couchage sont défalqués du salaire. Donc, pour ce salaire, les travailleurs mangent et dorment sur place, retenus sur le salaire. Conditions de travail très dures, mouvements rapides et répétitifs durant de longues heures, fatigue ophtalmique, troubles musculo-squelettiques fréquents. Foxconn emploie 400 000 travailleurs dans les différents établissements de la rivière des Perles pour un effectif total en Chine d'1 million de salariés. Pour la fabrication de l'iPhone, leur salaire se comptait que pour 3,6% du coût total de fabrication d'un iPhone. C'est-à-dire que le salaire, c'est 3%. C'est rien du tout. Ouais. D'accord ? Le taux de profit d'Apple sur iPhone était en 2009 de 64%. C'est-à-dire quand Apple vend un iPhone aux États-Unis, par exemple 400 $, eh bien, sur ces 400 $, il y a 300 $, presque 300 $ qui sont du profit. Tout le reste, alors les salaires, ça compte pour 3% à peu près, et tout le reste, c'est
des frais de transport, parce que tous les composants sont transportés en avion, des frais de contrôle, des frais de distribution, etc. etc. Donc, en gros, si vous voulez, vous avez 10 $ de fabrication, 40 ou 50 $ de commercialisation et de distribution. Ensuite, vous ajoutez un peu de taxes, etc. Et tout le reste, c'est du profit. Voilà. Mais au départ, hein, il y a cette, extrêmement, ce salaire extrêmement bas. Alors ces 3,6%, ils viennent d'où? Eh bien, c'est une étude que j'ai pu voir à partir de la banque Hong Kong, Bangkok, Shanghai. C'est une banque taïwanaise qui avait son siège à Londres et qui, après la crise de 2007-2008, et comme c'est une banque qui finance des investisseurs en Chine, elle avait fait faire une enquête par ses ingénieurs, et puis beaucoup d'ingénieurs et de gestionnaires qui sont d'origine chinoise. Donc ils avaient fait une enquête sur la rivière, le delta de la rivière des Perles, pour savoir à peu près quelles étaient les conditions d'emploi, les conditions de rémunération et les conditions de profit des firmes américaines qui étaient implantées sur le coin. Et ils avaient publié une enquête dont je pourrais vous donner les références si ça vous intéresse. C'est en anglais, hein, mais c'était extrêmement intéressant. C'est là que j'ai pris ces chiffres. Bon, donc, pour résumer, en Chine, le salaire versé moyen, c'est 4% du salaire versé aux États-Unis. Au Mexique, c'est 16% du salaire versé aux États-Unis. Donc, si vous voulez, l'existence d'une armée de réserve mondiale massive rend possible ce système d'exploitation. C'est-à-dire qu'enfin, il l'entretient et il le développe. Alors, ensuite, il y a encore un autre phénomène que je ne vais pas m'étendre dessus parce que ça commence à faire long, mais c'est la concurrence entre les pays du Sud. C'est-à-dire qu'il y a la concurrence directe entre les pays. Cambodge, Vietnam, Bangladesh connaissent des taux horaires encore inférieurs à ceux de la Chine, hein, qu'il faut savoir. C'est pour ça que les firmes du textile, par exemple, ne font pas produire leurs marchandises en Chine, elles font produire dans le sud-est asiatique. Voilà. Pour le filage, le tissage, les cuirs et peaux, cette mise en concurrence et de règles, elle a pour théâtre le Pakistan, Madagascar, l'Indonésie. Les coûts du travail en pourcentage des pays riches peuvent y être jusqu'à 70 fois inférieurs. C'est-à-dire que par rapport à l'heure du salaire minimum que nous connaissons en France, eh bien, le salaire pratiqué en moyenne dans ces pays-là, Bangladesh, Madagascar, etc., c'est 70 fois moins que le salaire horaire français, le plus bas. Maintenant, il y a aussi, si vous voulez, cette mondialisation, elle est aidée et entretenue par des firmes comme Li & Fung. Li & Fung, c'est une grande firme, une chaîne d'offres de services productifs qui a chiffre d'affaires 20 milliards de $ par an, qui offre travaille surtout sur le textile et le vêtement. Elle est basée à Hong Kong. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes Carrefour, ou vous êtes, pour ne pas le nommer, ou vous êtes Leclerc, ou n'importe quelle grande chaîne de grande surface, hein, vous vendez du vêtement, vous voulez vendre du vêtement sous votre propre marque. Vous vous adressez à Li & Fung, et il se charge de vous trouver des designers, des fabricants, des approvisionneurs, etc. Toute une chaîne de production. Ils vont vous constituer toute une chaîne de production pour votre production. Vous leur donnez les caractéristiques, les prix que vous voulez, etc., etc. Et eux, ils se débrouillent. Et c'est eux qui vont négocier directement. Donc vous n'avez même pas besoin, si vous voulez, de vous faire des intermédiaires de A jusqu'à Z avec les autorités et les firmes exploitantes. C'est ce qu'on appelle la supply chain management, c'est-à-dire la vente de services de conception, de réalisation de produits divers, chaîne de services pour l'offre. Eh bien, ils ont des taux d'augmentation de leur chiffre d'affaires de 20% par an. Et alors ça, c'est la plus grosse. Ils ont un site, si vous pouvez taper leur nom sur Wikipédia, ou sur, même pas sur Wikipédia, sur Google, vous allez avoir
toute une série de sites qui vont vous vanter les états de service de Li et Fung. Li, ça s'écrit L-I, et Fung, ça s'écrit F-U-N-G. Bon. Alors, le cas chinois, en quelques chiffres, alors pour comprendre de quoi il retourne, parce que ça me paraît important. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, 1,360 milliard de Chinois, à peu près, c'est la statistique 2013. Ce qui nous fait... l'Inde fait 1,2 milliard à côté, donc la population urbaine est de 527 millions en 2005, elle a augmenté depuis, donc on est à peu près à la moitié, c'est ce que je disais tout à l'heure. La population rurale de 650 millions en 2012, mais alors vous allez me dire, la population rurale plus urbaine, ça fait pas 1,360 milliard, bon, mais c'est très difficile parce que en Chine, si vous voulez, le recensement c'est à 10% près. 10% près, c'est-à-dire ça fait 300 millions d'individus près, c'est-à-dire plus ou moins 300 millions d'individus. Alors, excusez-moi, donc 10% c'est 140 millions d'individus en plus ou en moins. Près, enfin 300 millions. Ça fait beaucoup, 300 millions. La population active c'est 817 millions. Le taux de féminisation de cette population active, c'est 44%. La population active agricole, c'est 500 millions, en principe, d'après la Banque mondiale en 2004. 49% dans l'agriculture, 22% dans l'industrie et 29% dans les services. Voilà. Alors, les travailleurs migrants, là-dedans, ils n'apparaissent pas, évidemment. On ne sait pas où ils sont comptabilisés. C'est un sacré problème. Donc, si vous voulez, on joue sur le flou et ça montre que cette histoire de réserve est extrêmement importante. Alors, l'armée de réserve mondiale, l'évaluation empirique, pour finir. Alors, le BIT, c'est le BIT qui fait l'évaluation. Le BIT, c'est le Bureau international du travail, donc, qui est à l'Organisation mondiale du travail à Genève. Le BIT, alors comment il fonctionne le BIT? Vous savez, il y a une délégation, chaque pays a une délégation, et dans chaque délégation, il y a des représentants des employeurs et des représentants des salariés. Voilà. Alors donc, toutes les statistiques sont contrôlées à la fois par les organisations étatiques, les organisations patronales d'employeurs ou les organisations syndicales. Donc, c'est un peu comme dans les tribunaux du travail, des prud'hommes, hein, ça fonctionne de façon, en principe, de façon paritaire. Donc, BIT, dans sa présentation mondiale des forces de travail en 2011, il donne 1,4 milliard de salariés, dont beaucoup sont des précaires et ne sont seulement que des travailleurs à temps partiel. C'est ce qu'on appelle l'armée active. Donc déjà, dans l'armée active, il y a beaucoup de temps partiel. Ensuite, il y a les chômeurs. Les chômeurs, c'est 218 millions. 218 millions à l'échelle de la planète, correspondant à la portion flottante de l'armée de réserve. Ce qui se situe entre les points hauts et les points bas de l'activité. Ceux qui déclarent avoir cherché un emploi dans la semaine précédant l'enquête. Alors, vous savez, en Inde, les enquêtes, c'est quand même quelque chose de bizarre, au Brésil aussi, etc. Bon, peu importe, c'est un ordre de grandeur qu'il faut retenir. Ensuite, il y a les travailleurs vulnérables, c'est-à-dire cette population, justement, qui est dans une situation de dépendance et qui va se retrouver un jour ou l'autre absorbée, en quelque sorte, dans cette réserve mondiale. Alors, cette population de travailleurs vulnérables, c'est 1,7 milliard, c'est-à-dire plus que la population des travailleurs salariés. Ce sont tous ceux qui travaillent mais qui n'ont pas de statut salarié. C'est une catégorie résiduelle de la population économiquement active. L'Organisation internationale du travail distingue dans cette catégorie les travailleurs à leur propre compte, c'est-à-dire que les auto-entrepreneurs, qu'on appelle les auto-entrepreneurs chez nous, mais chez nous c'est quelque chose de très évolué. Les travailleurs aides familiaux, c'est-à-dire ceux qui aident un chef de famille qui est auto-entrepreneur, artisan, etc., les commerçants. Et puis les autres populations sans travail mais non chômeurs, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas déclarés chômeurs, parce qu'ils ne remplissent pas les conditions pour être chômeurs. Je rappelle que les chômeurs, celui qui est sans travail mais qui cherche du travail. Celui qui n'est pas réputé chercher du travail n'est pas chômeur. Bon. C'est pour ça qu'aux États-Unis, le
taux de chômage baisse. Pourquoi? Parce que ça permet de, comme les gens ne satisfont pas à condition d'inscription au chômage, ça permet de faire baisser les effectifs. Et quand le chômage baisse, ben, la bourse de Wall Street monte. Donc c'est tout bénéfice, surtout les rapides. Voilà, alors donc les travailleurs pour leur propre compte ou indépendants, ensuite, concernent ceux qui sont dans les activités de subsistance. Cela concerne le travail informel dans les pays non développés, les ambulants, les travailleurs des rues, le travail dans l'agriculture de subsistance, etc. C'est les gens qui vont de village en village et qui essaient de s'embaucher là. Alors, c'est la classe sociale qui connaît la croissance la plus rapide de la planète. C'est-à-dire que le nombre des travailleurs vulnérables, et la catégorie des gens qui travaillent pour leur propre compte ou qui sont indépendants et qui n'ont pas de statut, c'est la classe sociale qui connaît la croissance la plus rapide sur la planète. On les estime à 1 milliard. Donc sur 1,7 milliard des travailleurs vulnérables, il y a déjà 1 milliard qui sont des gens qui n'ont absolument rien. Absolument rien, qui ont des opportunités de temps en temps de travail. Ensuite, il y a les aides familiaux ou travailleurs familiaux non rémunérés. Au Pakistan, les 2/3 des femmes entrées dans la catégorie main-d'œuvre, qui représentent les 2/3 des femmes dans la catégorie main-d'œuvre au Pakistan. Au total, le chômage plus les travailleurs vulnérables, ce sont 2,2 milliards d'individus en 2011, et l'armée active est 1,4 milliard. Donc, l'armée de réserve, elle dépasse de 70% l'armée active. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que, vous voyez, la réserve de fonctionnement qui se donne des firmes multinationales dans le cadre de cette mondialisation. Alors, le plus gros problème, je l'ai situé tout à l'heure, c'est le problème de l'agriculture paysanne, parce qu'on est en train justement de massacrer l'agriculture paysanne dans les pays du Sud, hein, aussi bien en Asie qu'en Afrique, mais surtout en Asie et en Amérique latine. Voilà. Donc, qu'il faut simplement retenir, je pense, c'est l'extrême précarité de cette situation, des gens qui y sont soumis, et l'énormité du problème. Et que cette énormité du problème est telle que, effectivement, le fonctionnement économique que nous avons, y compris dans nos pays développés, hein, est affecté par cette situation. Ce qui pèse sur les salaires aujourd'hui, ce qui pèse sur les conditions de travail, justement, c'est ça. De façon, pas encore de façon très directe, mais de façon indirecte. C'est absolument évident. Hein, par toute une chaîne de relations. Hein. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut non seulement réfléchir, il faut faire connaître, et puis je pense qu'il faut aussi, d'une manière ou d'une autre, reconstituer, si vous voulez, un espace de réflexion internationale sur ce type de relation au niveau mondial. Hein. Voilà. Donc, dans la bibliographie, je vous ai donné un certain nombre de références. Je pense que l'ouvrage le plus accessible pour moi, à mon sens, c'est l'ouvrage de Mike Davis, qui s'appelle pas Miles Davis, hein, c'est Mike Davis. C'est le pire des mondes possibles, de l'explosion urbaine au bidonville global. En anglais, c'est The Planet of Slums, hein, la planète des bidonvilles, qui vous montre justement ce que c'est cette population dont je vous ai parlé à l'instant, là, délaissés pour compte et qui sont 1,7 milliard. Voilà. C'est pas réjouissant, hein, tout ça. Mais en fait, il faut le prendre en compte. Je dis, excusez-moi, je dis c'est pas très réjouissant tout ça, mais il faut l'intérioriser, il faut le comprendre. Et voilà. Alors maintenant, on va passer, si vous voulez bien, en question, parce que... On peut t'applaudir.
Non. Non, j'essaie de faire mon boulot, mais non. Une question ici. Oui. Au début de votre chapitre sur la mondialisation, j'ai compris, je me suis peut-être trompé, quand vous évoquiez la séparation du travail entre les sociétés, que c'était mieux avant. Dites-moi si je me suis trompé ou pas. J'ai ressenti ça, que vous regrettiez un peu la douceur des lampes à huile et le charme de la marine à voile. Moi, je pense que c'était... le fondement théorique est le même, c'est l'armée de réserve de Marx à la fin du 19e siècle, point barre, ce qui est vrai, mais maintenant, ça a pris des proportions énormes, parce que tout simplement, il y a plus de gens. Et puis aussi, la différence, c'est qu'il y a dans les pays, je ne sais plus si on peut encore les appeler développés, disons occidentaux, des gens qui consomment ces produits-là, vous n'avez pas du tout abordé cette question-là, des gens qui ont peu de revenus et qui sont contents d'avoir, qui sont même très contents d'avoir leur t-shirt qui tient chaud à 3 € chez Decathlon. Donc on est tous complices, et plus que dans le temps, parce que le phénomène est encore plus grave, parce que, comme vous l'avez dit, il y a des milliards de gens en jeu. Je peux vous répondre? Oui. Alors, sur la première partie de la question... Sur la première... Ça va? Oui. Sur la première partie de la question, est-ce qu'il y aurait un soupçon de nostalgie dans l'expression? Non, absolument pas. Non, simplement, je voudrais vous faire remarquer que entre ce qu'était l'ancienne division du travail, c'est-à-dire l'ancienne division du travail nord-sud, c'était l'exploitation coloniale, l'exploitation impériale. Par exemple, l'exploitation impériale anglaise en Inde, elle a commencé comment? Eh bien, ils ont commencé à détruire tout ce qui était les cadres pré-industriels de l'activité économique indienne. C'est-à-dire que l'Inde a été privée de ses manufactures de toile, de toute son industrie textile, pour pouvoir favoriser les exportations de l'industrie textile anglaise. On fabriquait des machines en Inde, on a arrêté de fabriquer des machines, on a tout cassé. Donc on a cassé l'industrialisation naissante du sous-continent indien. Ça c'est sûr. Ensuite, on a mis au travail, selon des normes, ce sont les normes coloniales anglaises, des populations. Par exemple, on a fait cultiver le thé alors que les gens ne cultivaient pas de thé. C'est les Anglais qui ont apporté à Darjeeling le thé. Et bon, et ainsi de suite sur des tas de choses, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que entre, si vous voulez, la colonisation anglaise en Inde et l'impact des firmes multinationales actuelles, il y a une marge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impact, c'est-à-dire le poids sur la transformation de l'environnement économique, social, culturel des firmes multinationales d'un pays comme l'Inde ou le Pakistan est beaucoup plus important que ce qu'a pu être le poids, la férule de la colonisation anglaise sur l'Inde. Si vous voulez, l'Inde a reconquis son indépendance politique, comme vous le savez, en 1949, hein, mais elle n'a reconquis que son indépendance politique. Que son indépendance politique. Sur le plan économique, et là, je vous renvoie à tous mes collègues économistes qui ont travaillé là-dessus, et Dieu sait s'ils sont intéressants et importants, ils ne s'en sont pas sortis de l'impérialisme anglais. Parce que tous les grands capitalistes indiens actuels, les Tata et compagnie, ce sont les sous-produits de l'impérialisme anglais. Parce que c'est l'impérialisme anglais qui a accumulé le capital. Et c'est eux qui se sont appropriés le capital accumulé par les Anglais. Et qui ont fait du commerce grâce au capital accumulé par les Anglais. Et puis qui ont fait des réseaux de distribution, etc. Mais
Ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe aujourd'hui dans le sud de l'Inde, c'est infiniment plus grave parce que c'est la destruction complète du tissu social. C'est-à-dire que les paysans n'ont plus d'espace de vie. Ils sont obligés de se rassembler autour des villes. Autour des villes, il n'y a absolument rien. C'est des gens qui travaillent, qui dorment à même la rue, sur les trottoirs, quoi. Tous les gens qui ont été là-bas l'ont très bien vu. Hein, c'est quand même... Donc, si vous voulez, on ne peut pas être nostalgique de la colonisation, de la férule impériale. C'est pas possible. Mais on ne peut pas accepter davantage ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors maintenant, vous avez la deuxième partie de la question. La deuxième partie de la question, elle dit, oui, mais, vous comprenez, le t-shirt à 3 €. Moi, je vais vous répondre comme Keynes. Keynes, c'était un libéral, c'était un vrai capitaliste. C'était un type qui jouait à la bourse, qui faisait du pognon, comme on dit. Il s'en cachait pas. Mais il disait quoi? Est-ce que ça vaut payer un t-shirt de 3 €? Est-ce que ça vaut la destruction des conditions de vie de milliers de gens? C'est ça la question qu'il posait. Je peux vous montrer le texte, 1933. Hein, il a publié un article dans un journal anglais et il disait on marche sur la tête. On est en train de détruire des conditions de vie, des conditions de culture, d'une histoire de la société, de détruire des équilibres sociaux, culturels. C'est Keynes qui parle, économiste. Il dit pourquoi? Pour faire quelques centimes de penny, pour faire quelques centimes de moins sur des produits bon marché, etc. Mais c'est le vrai problème. Alors, moi, j'ai une autre approche. Et l'autre approche, elle consisterait justement à dire, eh bien écoutez, il faut que nous puissions rémunérer les marchandises que nous produisons avec nos conditions de production. Et le jour où nous arriverons donc à intérioriser cette production, c'est-à-dire que nous mettrons des limites à cette mondialisation, c'est-à-dire que les t-shirts, au lieu de les produire en Inde, au lieu de les produire au Bangladesh, eh bien, on les produira en France. On les paiera 10 €, on les paiera 12 €. Mais je m'excuse, à la fin du compte, pour les produire à 10 €, il faudra bien que les salaires soient équivalents. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est toute une échelle de valeur qui est à reconstruire. Mais cette échelle de valeur, elle ne peut pas se reconstruire tant que vous avez cette ouverture du marché mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de la folie de vouloir produire des t-shirts à 12 €, si c'est possible, je ne sais pas. Hein. Peut-être ça serait un petit peu plus, mettons 12-15 €. C'est de la folie de produire ça en France, parce que ça ne pourrait pas être... ça trouvera très peu de demandes sur le marché. Mais il était bien évident que si on est capable d'avoir une politique qui réorganise le système de production, c'est-à-dire réintériorise en quelque sorte le système de production. Alors, ce que propose Keynes dans cet article, il dit, écoutez, le problème aujourd'hui, s'il faut que nous produisions ce que nous voulons acheter à pas cher ailleurs. Et donc, nous allons mettre des barrières à l'importation de produits et nous allons redéfinir une répartition des revenus entre le capital et le salariat sur cette base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est évident que si Carrefour fait des milliards de profits sur la vente, pas sur la vente uniquement sur la vente, mais sur les productions, sur la vente de produits qui ont été fabriqués dans le Sud, il est évident que nous, ça ne nous rapporte rien. Parce que, évidemment, c'est plus il fait de milliards sur ces produits qui ne coûtent pas cher, et plus les salaires vont être bas. C'est-à-dire que c'est une course sans fin. C'est une course sans fin vers le bas. Ce que propose le pacte de compétitivité, c'est exactement la même chose. Vous proposez un pacte de compétitivité, ça veut dire que vous voulez baisser les salaires pour avoir des coûts de production inférieurs. Mais vous allez avoir des coûts de production inférieurs pour qui et pourquoi?
Vous voulez produire du poulet plus bas que les coûts qui sont pratiqués au Brésil, mais ce n'est pas possible. Au Brésil, ils gagnent le 20e du salaire que nous sommes obligés de payer, nous, avec nos lois sociales. Donc il faut dire que dès maintenant, il n'y aura plus de SMIC. Et du reste, la question du SMIC, si vous voulez, c'est la question fondamentale qui est discutée depuis 2 ans autour de Moscovici, ministre de l'économie et des finances. On discute de savoir si on va maintenir le SMIC. Alors aujourd'hui, évidemment, politiquement, ça serait énorme avec ce qu'ils viennent d'annoncer. Mais vous reprenez la presse économique en particulier, et les rapports qui sont faits au ministre de l'économie Moscovici vont tous dans le sens de la suppression du SMIC et de la revalorisation du RSA. Qu'est-ce que ça veut dire, suppression du SMIC? Mais c'est justement arriver à faire du poulet qui soit compétitif avec le poulet brésilien. Parce qu'aujourd'hui, le Brésil, c'est le premier exportateur de poulet. Pourquoi c'est le premier exportateur de poulet du monde? C'est le premier producteur mondial de soja, avec des capitaux occidentaux, qui sont investis dans le soja, particulièrement les capitaux américains, des capitaux qui sont issus de la financiarisation des trusts américains, ils sont réinvestis en partie dans la déforestation de l'Amazonie et donc dans l'installation des cultures de soja. C'est intéressant. Et puis 2, le fait qu'il y a une main-d'œuvre qui est extrêmement pas chère. Donc le kilo de poulet qui sort des firmes brésiliennes, eh bien, il est forcément moins cher que le kilo de poulet qui sort des firmes françaises. Alors, il y a la qualité, paraît-il. La qualité n'est pas la même. Mais je m'excuse. Lorsque vous produisez 100 000 tonnes de poulet, c'est où la qualité? Vous ne parlez pas de qualité. Vous pouvez parler de qualité lorsque vous allez chez un traiteur et dire « Ah ben, celui-là, oui, celui-là il est de Bresse, celui-là il n'est pas de Bresse, mais il est de je ne sais pas où, etc. Et celui-là il a la label bleu, et puis celui-là il a la label rouge, et puis celui-là il a la chair bleue, et puis celui-là il a le poil roux. » Non, mais ça, c'est epsilon, vous comprenez? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne aux 100 000 tonnes. Aux 100 000 tonnes, ça n'a pas de sens. Donc, les poulets tels qu'ils sont élevés au Brésil, ça n'a rien à voir avec la manière dont ils sont élevés en France. Hein, les conditions de rémunération, ça n'a rien à voir non plus. Les conditions sanitaires, ça n'a rien à voir. Donc, si vous voulez, il faut comparer ce qui est comparable, mais il ne faut pas se glorifier parce que la chaîne de supermarché Intel vend du poulet encore moins cher, 10 centimes moins cher ou 20 centimes moins cher que la chaîne d'en face. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que ça, c'est le problème que j'ai soulevé. C'est-à-dire, c'est la question de la préférence impériale. C'est la destruction des conditions de travail, de rémunération du prolétariat à l'échelle mondiale qui est en jeu. Et c'est ça qu'il faut voir. Donc, si vous voulez, il va falloir prendre conscience que ça ne peut pas durer comme ça. Parce que nous sommes dans une spirale descendante et que cette spirale descendante, elle nous envoie dans le mur. Ne serait-ce qu'écologiquement. Écologiquement, c'est insupportable. Déjà, par exemple, l'élevage porcin, vous voyez très bien ce que ça donne en Bretagne. Enfin, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre les choses. Mais alors, les coûts d'environnement, ils ne sont pas comptabilisés dedans. Au Brésil, on n'a pas de coûts d'environnement. Par exemple, au Brésil, il y a un truc qui est intéressant. Je reviens sur la question du Brésil, parce que c'est une question importante. Le Brésil, donc, a subventionné l'installation de grandes firmes agroalimentaires pour pouvoir constituer des domaines d'exploitation pour faire des céréales, ce qu'on appelle des protéagineuses. Les protéagineuses, c'est le soja en particulier. Donc le Brésil est le premier producteur mondial de soja. Le problème, c'est qu'entre le moment où ils ont commencé à déforester pour faire ces plantations de soja, et maintenant, il y a eu un changement climatique. Et que les anciennes régions où on a éjecté les paysans, parce que la production traditionnelle au Brésil, c'est le haricot. C'est le haricot qui est la base de l'alimentation indigène. Eh bien, on a supprimé tout ce qui était production indigène. Donc on a obligé les gens à
acheter on est obligé, on les a contraints d'acheter leur alimentation dans les chaînes de supermarchés ou dans les circuits capitalistiques. On les a expulsés de leurs petites propriétés, qui étaient des propriétés qui étaient de culture en lisière des zones forestières. Donc on a déforesté. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que 10 ans après, une partie de ces zones qui ont été déforestées ne sont plus propres à la production de soja parce que le climat s'étant réchauffé, les saisons sont trop sèches, les rendements de soja sont trop faibles. Donc on a enlevé les gens, on a enlevé les cultures, on a fait des cultures complètement artificielles pour avoir du soja bon marché, et maintenant on ne peut plus avoir du soja bon marché, on est obligé de déforester d'autres zones pour pouvoir remettre la sauce sur la production de soja. Voilà, ça c'est par exemple une histoire vraie que vous pouvez lire. Par exemple, M. Dufumier, vous connaissez M. Dufumier, c'est un économiste c'est un ingénieur agronome, ça ne s'invente pas, il s'appelle Dufumier. Bon, qui explique ça dans un de ses derniers bouquins. Bon. Et voilà, qu'est-ce que je voulais c'est ça, donc c'est cette question que je vous interpelle là-dessus. Je ne vous ai pas dit que je trouvais ça scandaleux, je vous dis, attention, regardez les conséquences. Et les conséquences sont beaucoup plus importantes que ce que vous imaginez. Ce n'est pas la question du t-shirt, du prix du t-shirt qui est en cause. Oui. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est que par unité produite, vous m'entendez? Oui, maintenant, oui. Je suis peut-être trop près. Oui, par unité produite, par exemple, l'iPhone, vous avez dit 3% le salaire. Si on payait au prix européen, enfin, si on calculait au prix européen, mettons qu'on arrive à 15% sur 300 euros, c'est pas quand même très fondamental sur les coûts de production, le salaire. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'autres choses qui doivent être prises en charge par d'autres personnes ou d'autres institutions pour faire les bénéfices des grandes entreprises. Parce que faire une délocalisation, ils sont obligés d'avoir le matériel hyper performant comme on pourrait l'avoir chez nous. Donc c'est quand même excessivement coûteux. Il y a les coûts de transport qui viennent se rajouter à ça. Donc il doit y avoir, mais c'est rarement dit, enfin en tout cas je ne l'ai jamais lu, soit des paiements par les États qui reçoivent ces multinationales pour leur faire des pondeurs, pour leur installer des usines, leur payer les équipements. Il y a aussi le problème des coûts annexes au travail, c'est-à-dire l'hygiène, la sécurité. Tout à l'heure, vous avez parlé des gens qui n'avaient pas d'autorisation de travailler, donc leur famille ne venait pas, donc on ne s'en occupait pas. Vous savez, comme si ça n'existait pas. Alors que chez nous, on ne peut pas le faire du fait des pressions médiatiques ou sociales et tout ça. Donc je pense qu'il doit y avoir autre chose que le coût salarial pour faire des... Et la deuxième question que j'aurais voulu poser aussi, vous avez parlé de colonisation avec ce que ça entraînait. Si c'était comme ça, à mon avis, c'était parce que la technique le permettait. Aujourd'hui, les choses ont pris une ampleur excessivement grave. Parce que la technique aujourd'hui le permet aussi, ce n'est pas la volonté humaine qui décide de tout ça. J'ai l'impression que c'est les moyens techniques qui sont à notre disposition qui permettent de procéder de telle ou telle manière et que l'intelligence ou la volonté humaine de bien faire ne passe que largement après. Bon, alors, deux choses, comme la question précédente, c'est divisé en deux parties. La première partie, je vais vous donner les chiffres. Si Apple produisait son iPhone aux États-Unis, son taux de profit ne serait pas de 64%, mais de 49%.
Exactement. C'est la même source. Hein. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure parce que, bon, c'était pas dans le... Mais, du reste, Apple vient de racheter une ancienne usine, c'est pas une ancienne du reste, une usine toute neuve mais qui n'avait pas été mise en service. Je ne me rappelle plus si c'est en Californie ou à côté, dans le Colorado, je crois que c'est dans le Colorado, où ils vont produire une partie des iPhones qui vont aux États-Unis. Simplement pour, si vous voulez, relancer la promotion de leur vente aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un argument de vente. Ils vont développer une campagne publicitaire à partir de là. Mais bon, on n'est pas beaucoup avancé pour autant. Si vous voulez, tant que Samsung et Apple seront à peu près d'accord pour garder pratiquement leur marge de profit, les choses ne changeront pas. Hein, ça c'est sûr, parce que c'est les deux grands producteurs mondiaux d'appareils téléphoniques. Bon, la deuxième chose, oui, alors 49% avec des travailleurs payés au taux de salaire américain, évidemment. Donc, c'est pas fondamental quand même. oui, mais pour eux c'est fondamental. Non, pour eux c'est fondamental parce que les actionnaires veulent le rendement de leur capital. C'est ça le problème. Allez discuter avec les cadres supérieurs que ce soit Bouygues ou que ce soit General. C'est pas General Electric, excusez-moi, c'est la grande firme grenobloise. Pardon ? Schneider Electric, oui, voilà. Eh bien, chez Schneider Electric, pour des 1% ou 2% de marge supplémentaire, on externalise une production d'interrupteurs de France. On va la délocaliser sur la Roumanie ou sur la Bulgarie, je ne sais pas. Hein. Et dans le sud-est asiatique, il reste maintenant le plus gros centre mondial de management de Schneider Electric. Vous savez où il est ? Même le patron s'est délocalisé. Il est à Shanghai. Pardon ? Le patron s'est délocalisé en Chine. Pas en Suisse, à Shanghai. En Chine. En Chine, oui, c'est ça. C'est-à-dire que le centre, si vous voulez, le centre névralgique de Schneider Electric, maintenant, c'est plus Grenoble, c'est plus Paris, c'est Shanghai. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, il y a la pression des actionnaires qui fait que 1% sur les profits, c'est quelque chose de très important. Alors bon, je ne connais pas les détails des choses, mais je sais en tout cas que ça existe. La deuxième partie de la question... attends, j'ai perdu le fil. C'était sur qu'il n'y avait pas que le salaire qui devait Oui. intervenir, qu'il y avait aussi beaucoup de côtés annexes qui devaient faire le profit aussi des entreprises. Oui. Alors, la deuxième partie de la question, je ne pense pas, avec les moyens de télétraitement actuels, ça ne fait pas une très grosse différence. Mais ça ne fait pas une très grosse différence. C'est-à-dire qu'en fait, les coûts annexes, il n'y en a pas beaucoup. Mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que le coût de transport par avion cargo, il est très faible. Et puis surtout, si vous voulez, ce qui compte pour eux, c'est le fait de pouvoir gérer une production sans avoir aucun problème de main-d'œuvre. C'est-à-dire pas de problème de revendicatif, pas de problème de revendication de statut, pas de problème de convention collective, etc. Et surtout, pas de problème de contrainte environnementale. Parce que la contrainte environnementale, ça a un coût. Très important. Par exemple, Nestlé n'a plus
n'installe plus de nouvelles unités de production agroalimentaire en Suisse. Parce qu'il y a un coût environnemental qui est trop élevé. Donc, même en France, ils font ça au sud. C'est-à-dire que quand on fait du chocolat, eh bien, on utilise des vieilles chocolateries qu'on a sur le continent européen pour travailler la pâte de cacao qui est déjà toute faite. C'est-à-dire décomposer dans tous ses composants et puis ensuite recomposer. C'est exactement comme le lait. Le lait, si vous voulez, c'est une industrie de process. Vous avez le lait des vaches, les vaches on leur donne n'importe quoi à manger, le lait a un goût absolument infect, donc il faut décomposer le lait dans ses différents éléments et le désodoriser en quelque sorte. Donc on va le centrifuger, on va le refroidir, on va le décomposer dans ses différents éléments et ensuite on va recomposer un lait. C'est le lait que vous avez en bouteille. C'est bizarre, hein? Mais ça m'a été expliqué aux États-Unis. C'est la base de l'industrie agroalimentaire à partir du lait. 90% du cheptel américain ne mange jamais un bout d'herbe. Je ne sais pas si vous avez bu du lait de vaches qui sont nourries au tourteau, mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a un calcul qui est fait, il ne faut pas croire. Hein, c'est des gens qui sont extrêmement sérieux. Pour moins d'1%, si vous voulez, on délocalise de la Chine vers la Corée, ou de la Corée vers la Chine, ou de la Chine vers le Vietnam, et aujourd'hui du Vietnam vers le Bangladesh. Il y a toute une gradation qui se fait. Toute une gradation, c'est absolument extraordinaire. Et des gens qui sont payés pour faire ça à longueur de journée. C'est ça, hein. Il y a une hiérarchie, incontestablement. Voilà. Vous voulez dire quelque chose? On va finir. Merci. Bon. Merci à vous. Je vous trouve très patient.